Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le rôle du foie dans le déclenchement et le maintien du SIBO. Tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est valable en particulier pour le problème du SIBO. Donc, on va aborder le sujet avec cet angle, mais c'est également valable pour tous les autres troubles digestifs. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu as des troubles digestifs ou que tu as en particulier le SIBO et qu'on ne t'a jamais parlé du foie, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te promets que tu vas en apprendre des choses intéressantes pour ta régénération. Alors le foie, dans les problématiques digestives, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui est absolument capital, si ce n'est le sujet. Et j'insiste vraiment là-dessus. Au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les détails, tu vas te rendre compte qu'un SIBO n'arrive pas par hasard. Le SIBO, ça met des années à se préparer. Et tu vas le voir dans cette vidéo, le principal responsable, c'est le foie. Avant de regarder cette vidéo, je t'invite fortement à regarder deux autres vidéos que j'ai faites. La première, c'est sur le SIBO général, pour vraiment comprendre le système digestif, qu'est-ce qui pose problème où. Et ensuite, ma vidéo sur le foie et la détox pour vraiment comprendre le rôle du foie dans la détoxification générale de l'organisme. Ces deux vidéos, elles sont super importantes. Je vais te les mettre en description de cette vidéo. Avant de démarrer, il faut rappeler toujours les bases que nous enseignait déjà Hippocrate. C'est qu'absolument toutes les maladies et le SIBO, si on remonte à leur cause originelle, il n'y en a que deux. 1. La malnutrition, c'est-à-dire la cellule n'a pas les nutriments dont elle a besoin pour fonctionner. Et 2. L'empoisonnement. La cellule est surchargée de toxicité. Ce peut être des toxines endogènes qui sont naturellement produites par le corps pour fonctionner, mais ça peut aussi être, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, des toxines exogènes, des choses de notre environnement. Et ces deux causes, carence nutritionnelle et empoisonnement, elles vont directement impacter le foie, et on va voir dans cette vidéo comment, à partir de ce dysfonctionnement hépatique, on a un SIBO qui se produit. Allez, le rôle du foie dans le déclenchement et le maintien du SIBO, c'est parti. Alors avant de démarrer, on va présenter de manière succincte quelques fonctions du foie. Même si tu vas avoir un vrai aperçu plus général, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le foie. Alors première fonction importante du foie, c'est le métabolisme des macronutriments. Le métabolisme des glucides, on pense souvent que c'est le pancréas qui gère la glycémie, mais la glycémie elle est beaucoup plus commandée par le foie. D'ailleurs, on a nos plus grandes réserves de glycogène dans le foie. Il y a le métabolisme des lipides, dont le cholestérol. Le foie métabolise 70% environ du cholestérol de notre organisme. Et il va également synthétiser un très grand nombre de protéines. Chaque fois qu'on mange, l'ensemble des nutriments, le premier organe auquel ils vont, c'est le foie. Pour te dire l'importance de cet organe dans la gestion des nutriments que nous mangeons. Donc très important le foie pour la glycémie, le métabolisme du cholestérol et la synthèse protéique. Ensuite, deuxième sujet, alors là il va falloir être super attentif parce que c'est le sujet important, c'est que le foie, il va être responsable de la fabrication et de la circulation de la bile. Alors qu'est-ce que c'est que la bile? La bile, c'est le caca, les déchets du foie. Le foie, je l'ai déjà expliqué dans ma grande vidéo générale que je t'invite à aller voir, il est responsable de la détoxification générale de tout le corps. Tout ce que nous mangeons, toutes les toxines auxquelles nous sommes exposés, toutes les hormones en fin de vie, tous les déchets du métabolisme sont traités par le foie. Tu peux imaginer que c'est comme une station d'épuration, toute l'organisation de la gestion des déchets d'une ville. Eh bien, à l'échelle de notre corps, c'est le foie. Okay. Donc, il gère tous les déchets de l'organisme et pour les traiter, il en fabrique un composé qui s'appelle la bile, qui est le liquide le plus toxique de notre corps. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que tu puisses avoir une idée. Donc là, tu as le foie. Okay, suis ma souris. Là, tu as en vert ce qu'on appelle les canaux hépatiques. Donc les hépatocytes, les cellules du foie, une fois qu'elles ont traité des déchets, elles en fabriquent de la bile.
qui va petit à petit se déverser, suis ma souris, le long des canaux hépatiques, d'accord, qui va partir par là. Et donc toute cette bile, tous ces déchets vont aller se ranger dans la vésicule biliaire, qui est la benne à ordures du foie. Donc là, on a beaucoup de toxicité là-dedans, on a de la bile. Okay, physiologiquement, c'est le chemin de la bile. Fabrication dans les hépatocytes, écoulement le long des canaux hépatiques et stockage dans la vésicule biliaire. Deuxième fonction très importante du foie, c'est la régulation du transit. D'accord ? Pourquoi le foie régule le transit? Parce que la bile, donc la bile, rappelle-toi, c'est ce liquide qui est là dans la vésicule biliaire. Chaque fois que tu manges, il va être sécrété le long de ce canal hépatique là, et il va rentrer dans le sphincter d'Oddi, et donc il va se retrouver dans tes intestins. Chaque fois que tu manges, de la bile est libérée dans tes intestins. Et cette bile, elle a deux caractéristiques très importantes pour la digestion. Un, elle va stimuler le péristaltisme, c'est-à-dire l'avancée du bol alimentaire dans tes intestins, et elle a un effet laxatif léger, d'accord? Elle va attirer les molécules d'eau, et elle va faire en sorte que ta selle, que ton bol alimentaire, que ton caca, entre guillemets, il avance correctement de manière fluide. C'est ce qui va faire que quand tu vas aller aux toilettes, tu ne seras pas constipé, ce ne sera pas sec. C'est censé sortir d'un coup et qu'on n'ait pas besoin de beaucoup de papier. Troisième caractéristique super importante de la bile, c'est la régulation de la flore intestinale. La bile est un antimicrobien naturel. Donc suis-moi bien, la bile, elle va être libérée ici, d'accord? Et puis ensuite, elle va continuer son chemin dans tout l'intestin grêle et puis ensuite dans le côlon. Donc c'est un antimicrobien, d'accord? C'est-à-dire que la bile réduit les populations bactériennes et microbiennes partout où elles passent. Comme par exemple un troupeau de chèvres ou un troupeau de vaches qu'on met toutes les 3 semaines sur la même parcelle de terrain pour que l'herbe ne pousse pas trop haut. Donc là, si tu as bien compris ça, tu commences déjà à voir le lien avec le SIBO. Rappelle-toi, le SIBO, c'est un surdéveloppement bactérien qui naît dans le côlon, puis qui remonte dans l'intestin grêle. Donc la bile, c'est quelque chose qui permet de réduire cette population bactérienne, de la réguler, d'accord, de faire en sorte qu'elle reste dans des quantités physiologiques. Prochaine caractéristique importante de la bile, elle permet d'émulsifier et donc elle facilite la digestion des graisses. Donc si aujourd'hui tu as beaucoup de mal à digérer les repas gras, tu as probablement un problème de circulation de bile. Tu ne sécrètes et ne fais pas suffisamment pénétrer de bile dans tes intestins. Dernière caractéristique extrêmement importante du foie. Dans le foie, nous avons la majorité des hormones thyroïdiennes qui sont converties en hormones actives. Donc la conversion de la T4 en T3. Donc tu vois sur ce schéma que la plus grande partie de cette conversion se fait dans le foie, the liver, et on a une petite partie qui se fait dans les intestins et une autre partie dans les tissus périphériques. Mais la très grande majorité de ta T3 est convertie dans le foie. Donc ça, c'est super important de comprendre ça. Ton fonctionnement thyroïdien dépend, oui, de ta thyroïde, mais dépend également en grande partie de ton foie. Les hormones thyroïdiennes, c'est un petit peu comme la boîte de vitesse dans une voiture. C'est-à-dire que quand tu as une bonne fonction thyroïdienne, tu peux te mettre en 5e et rouler à 130. Par contre, si tu as peu d'hormones thyroïdiennes ou trop peu en circulation, et surtout leur forme active, la T3, eh bien là, tu vas plutôt passer en 3e ou même en seconde. Donc là, tu ne pourras pas monter à 130, sinon tu vas faire exploser le moteur de ta voiture. Donc tu vas devoir baisser tout ton métabolisme. La thyroïde, c'est vraiment le métronome. Elle gère ta chaleur corporelle, la vitesse de ta digestion, ton énergie, ton humeur, même la qualité de ta peau, la qualité de tes cheveux. Donc la thyroïde, c'est vraiment ce qui donne l'impulsion, d'accord, de vie à tout le corps. Donc très important. Donc voilà un petit peu pour les fonctions du foie. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, c'est métabolisme des macronutriments, fabrication, circulation de la bile, donc détoxification intégrale du corps, et surtout régulation du transit et de la flore intestinale. Très important. Et fonctionnement thyroïdien aussi. Donc ça, c'est les fonctions du foie. Donc tu vois que c'est hyper important pour la digestion. Donc maintenant, on va voir
qu'est-ce qui se passe quand le foie dysfonctionne? Alors quand le foie dysfonctionne, on a généralement deux pathologies principales qui permettent de le décrire en médecine conventionnelle, si je puis dire. C'est la cholestase et la stéatose hépatique non alcoolique. D'accord? Les causes à ces pathologies sont communes généralement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, avec nos mots à nous, on va appeler ça un foie engorgé. D'accord? Un foie qui est congestionné, qui n'arrive plus à faire son travail, qui est submergé de toxicité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de chaque caractéristique, d'accord? Et on va voir qu'est-ce qui se passe si le foie dysfonctionne. Donc le foie, voilà, il est responsable du métabolisme des macronutriments, la glycémie, les lipides et les protéines. Donc qu'est-ce qui se passe si le foie il dysfonctionne? Eh bien, on va avoir des problèmes de glycémie. D'accord? La glycémie, c'est très important pour maintenir un certain taux de sucre dans le sang, pour pouvoir approvisionner toutes les cellules en énergie. Donc si le foie ne fonctionne pas bien, on va avoir des yo-yo glycémiques, et donc on va avoir des fringales, on va se sentir mal, on peut avoir de la fatigue, on peut même avoir de l'anxiété. Autre chose aussi, on a vu que le foie métabolisait le cholestérol. Donc si le foie ne fonctionne pas bien, on peut avoir une augmentation du cholestérol, et notamment du LDL. C'est là où il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce qu'on voit ici, le problème, ce n'est pas l'apport, puisque 70% du cholestérol de l'organisme est fabriqué par le foie. Donc si le foie n'arrive plus à correctement fabriquer ce cholestérol et à l'envoyer, il peut avoir une accumulation à l'intérieur du foie. Et donc, on peut avoir un excès de cholestérol, non pas par trop de consommation de cholestérol, mais simplement parce que le foie ne fonctionne pas bien. Okay? Et on peut également avoir un défaut de synthèse protéique. Donc voilà tous les problèmes qui peuvent résulter d'un problème de métabolisme des macronutriments. Ensuite, et c'est là où il va falloir être très attentif. Qu'est-ce qui se passe si on a de plus en plus de toxicité dans le corps? Et qu'est-ce qui se passe si la bile dans notre foie, là, elle circule pas bien? Alors, là, on va avoir ce qu'on appelle une cholestase ou une stéatose hépatique non alcoolique. Donc, premier sujet, on va avoir déjà une accumulation de toxicité et ensuite une congestion, c'est-à-dire des canaux hépatiques qui vont être bouchés. Donc, reste avec moi, suis ma souris. Donc déjà, d'une manière générale, si tu as de plus en plus de toxicité à gérer, d'accord? Ça peut être, tu es exposé à de la toxicité, tu es exposé à des produits chimiques, tu manges des pesticides, tu ne manges pas les bons aliments, tu digères pas bien, donc tu vas provoquer de l'inflammation, tu prends des médicaments. Et toutes ces choses-là, il faut bien se dire que ce sont des choses qui s'accumulent avec les années, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que tu vas avoir de plus en plus de toxicité. Là, tes hépatocytes, ils vont travailler de plus en plus, ils vont produire de plus en plus de bile, et donc ta vésicule biliaire, elle va se retrouver à être de plus en plus toxique. Plus tu es exposé à de la toxicité, plus la bile que tu vas fabriquer va être toxique. Premier point. Deuxième point, c'est le point de la congestion hépatique. C'est-à-dire que si ton foie ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin et qu'il a trop de toxicité à gérer, eh bien là, en fait, il y a de la bile qui va commencer à être bloquée, la bouchée, suis ma souris, dans les canaux hépatiques. Il peut y avoir également des problèmes de circulation ici. Il peut même y avoir de la bile qui retourne dans le pancréas pour donner une pancréatite. D'accord? Alors ce qui se passe, écoute-moi bien, je l'explique en long, en large et en travers dans ma vidéo sur le foie et la détox que je te recommande de voir. Ici, là, tout autour du foie, nous avons ce qu'on appelle des capillaires sanguins qui viennent irriguer le foie en sang, en nutriments et en oxygène. Ce qui se passe, c'est que quand tes canaux hépatiques sont bouchés, imaginons là c'est bouché partout, et là il y a de la nourriture qui arrive dans ton intestin, donc ton corps va envoyer le signal au foie, hey, envoie-moi de la bile, j'ai besoin de bile pour digérer ma nourriture. Mais là tu es déjà bouché de partout. Donc qu'est-ce qui se passe si le foie envoie de la bile alors que c'est bouché partout? Eh bien cette bile peut traverser la membrane des canaux hépatiques et se retrouver dans les capillaires sanguins qui perfusent ton foie. C'est ce qu'on appelle la cholestase. Et donc pour le dire avec des mots simples, la bile retourne dans notre sang. Et c'est là où on va avoir les problèmes. Parce que tant que la bile est dans les canaux hépatiques, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a des problèmes, c'est là où elle retourne dans le sang.
D'accord? Et c'est là où il peut y avoir plein de problèmes, des problèmes de peau, parce que là, la bile, c'est un liquide qui est toxique et potentiellement peut attaquer toutes les cellules du corps, puisqu'elles se retrouvent dans le sang. Mais ça, je rentre vraiment en détail dans ma vidéo sur le foie, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc voilà, tu as une congestion des canaux hépatiques qui sont bouchés. Donc d'une part, tu as de la bile qui retourne dans le sang, mais d'autre part, comme tu as les canaux qui sont bouchés, eh bien, tu n'as pas la bonne quantité de bile, suis ma souris, qui se retrouve dans ton intestin pour t'aider à digérer. Donc tu vas avoir une quantité de bile insuffisante qui arrive dans tes intestins. Et donc qu'est-ce qui se passe si tu as une quantité de bile insuffisante qui arrive dans les intestins? Tu as moins de péristaltisme et tu as moins de substances laxatives. Et tu as moins de régulation de la flore intestinale. Donc qu'est-ce qui se passe si tu as moins de péristaltisme? Qu'est-ce qui se passe si tu as moins d'effets laxatifs? Eh bien je te le donne en mille, tu as de la constipation qui arrive. C'est vraiment important que tu comprennes ce point. Si tu ne l'as pas bien saisi, reviens 2-3 minutes en arrière parce que c'est là le point central de la vidéo. Et donc, comme je te disais, la bile, elle a également un effet antimicrobien, antibactérien. Donc si tu as moins de bile qui arrive dans tes intestins, eh bien, toute la selle, tout le bol alimentaire qui va traverser tout ton système digestif, eh bien, il ne va pas réduire les bactéries comme il devrait le faire. Et donc, tu peux avoir potentiellement un surdéveloppement bactérien. Tu le vois le SIBO venir? Allez, on continue. Donc, très important, d'accord? Si la bile circule mal, tu vas avoir des problèmes de constipation et les bactéries vont potentiellement se développer. Et en plus, tu vas moins te détoxifier. Donc, tu vas avoir une accumulation de toxicité dans l'organisme. On a vu que la bile est également responsable de la digestion des graisses. Donc ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas suffisamment de bile dans les intestins, eh ben, tu vas avoir de la constipation. Chaque fois que tu vas manger gras, ou chaque fois que tu vas manger même, si tu manges trop ou que tu manges les mauvais aliments, tu vas être constipé. Et dernier problème, on a vu que le foie participait à la conversion de la T4 en T3. Donc si le foie ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas te retrouver en hypothyroïdie fonctionnelle. Tu ne vas pas avoir suffisamment de T3 dans ton sang, d'accord? Une certaine partie de cette T4 va même se transformer, pas en T3, mais en reverse T3, d'accord? Qui est une hormone qui est inactive. Donc ça se dose sur des bilans sanguins. Ça peut se voir. Et donc, quelle est la conséquence d'une hypothyroïdie? Je te le donne en mille. La thyroïde, elle gère notamment notre transit et nos organes digestifs et la rapidité avec laquelle tu digères. Donc, hypothyroïdie, ce qui va causer encore une fois un ralentissement du transit, de la constipation et une diminution de la fonctionnalité de tous les organes digestifs. C'est-à-dire là, je ne te parle pas juste des intestins. Ça va toucher également l'estomac qui va produire moins d'acidité. Donc tu vas moins bien digérer ta nourriture, encore plus. Et donc ça va être encore plus problématique. Tu sens un peu le problème arriver dans son ensemble? Donc voilà. Si on boucle la boucle, les problèmes de métabolisme des macronutriments, l'accumulation de la toxicité et la congestion hépatique et l'insuffisance de bile qui va arriver dans les intestins, l'insuffisance de digestion des graisses et l'hypothyroïdie vont tous converger vers un seul et même problème, le SIBO. D'accord. Donc, si tu veux revoir en détail le problème du SIBO, je te recommande d'aller voir la première des deux vidéos dont je t'ai parlé, la vidéo générale sur le SIBO. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est pas compliqué le SIBO. Le SIBO, c'est quoi? Tu as un bol alimentaire qui se déplace plus lentement dans ton système digestif qu'il devrait. D'accord? Normalement, ton transit, il doit se faire rapidement. Ton transit, il va se ralentir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton côlon? Les bactéries, elles se nourrissent de ce que tu leur donnes. Donc, t'imagines que c'est comme un plateau avec de la nourriture qui passe normalement rapidement. Sauf que là, le plateau avec la nourriture, il va passer lentement. Donc, tes bactéries vont pouvoir se nourrir plus longtemps. Donc ça, c'est via la constipation. 2, comme tu vas de moins en moins bien digérer tes aliments à cause de ton estomac qui digère moins bien, à cause de la bile qui est insuffisamment sécrétée, à cause de tes intestins qui ne vont pas bien absorber ta nourriture, les bactéries dans le côlon, elles vont se retrouver avec un gros tas de nourriture non digérée. Donc déjà, elles vont avoir plus de temps pour se nourrir, et 2, il va y avoir beaucoup plus de quantité
beaucoup plus de choses à dégrader. Et encore une fois, là on voit que le problème, mais il faut bien te dire une chose, c'est que ces bactéries, elles te sauvent la vie. D'accord? Parce que si elles ne décomposaient pas ces nutriments que tu n'as pas réussi à digérer, eh bien ça pourrirait à l'intérieur de toi. Et là, ce serait beaucoup plus toxique pour toi. Donc oui, les bactéries posent problème. Oui, elles te provoquent des ballonnements, des gaz. Oui, elles vont produire des endotoxines qui vont provoquer de l'anxiété et tout un tas de problèmes. Mais en attendant, c'est la meilleure solution qu'a ton corps pour te sauver, d'accord, de ce problème de digestion. C'est pas compliqué, c'est la somme de ces choses-là. La constipation, la mauvaise digestion et le transit ralenti vont permettre aux bactéries de se surdévelopper dans le côlon et petit à petit, au fur et à mesure que la situation va s'aggraver, eh bien, les bactéries vont remonter dans l'intestin. Et c'est ce qu'on appelle le SIBO. Ok? Donc si vraiment tu n'as pas vraiment compris cette étape, reviens quelques minutes en arrière et sinon je te recommande vraiment de regarder ma vidéo générale sur le SIBO. En regardant ces deux vidéos, je suis certain que tu vas comprendre. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu réfléchisses, là, tu vas mettre la vidéo sur pause, je te recommande de le faire, et on va réfléchir à deux choses. Rappelle-toi, les deux problèmes de toutes les pathologies, les deux causes, c'est un, la carence nutritionnelle, et deux, l'excès de toxicité. Un foie qui ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin pour faire son travail, et qui est submergé de toxicité, il va rentrer dans toutes les problématiques là qu'on vient de voir. Donc maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses, tu prennes 5 minutes pour réfléchir depuis le début de ta vie. Réfléchis à toutes les situations où tu n'as potentiellement pas consommé ce que tu devais, tu n'as pas donné à ton corps ce dont il avait besoin. Réfléchis à tout ce que tu as mangé dans ta vie. Réfléchis à tous les Kellogg's, toutes les pizzas, tous les burgers, tous les fast-foods. Réfléchis à toutes les fois où tu as mangé du gluten, du blé moderne. Réfléchis à toutes les années où tu n'as à aucun moment donné réfléchi à ce que tu mettais dans ton assiette et si c'était bon pour toi. Réfléchis à tout ça. Ensuite, pour la toxicité, réfléchis à toutes les années où tu as pris des médicaments, des antibiotiques. Réfléchis à toutes les années où tu as bu l'eau du robinet, où tu as été exposé à des produits chimiques, peut-être dans ton travail, en utilisant des lessives de grande marque, du dentifrice de grande marque. Réfléchis à ton exposition aux ondes électromagnétiques. Réfléchis à tous les métaux lourds que tu as potentiellement mangés. Réfléchis à tous les aliments et surtout toutes les céréales et les fruits et les légumes non bio que tu as mangés, qui sont bourrés de pesticides. Et on pourrait continuer comme ça des heures. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser ou pour que tu te déprimes. Je te propose cet exercice juste pour que tu te rendes compte depuis le début de ta vie tout ce que tu t'es mangé. Je dis tu, je suis dans la même situation que toi. Mais il faut qu'on réfléchisse, d'accord, à tout ce qu'on a fait dans le passé et qu'on voit en fait l'ampleur de tout ce qu'on s'est mangé dans la tronche. Et c'est en voyant l'ampleur de tout ça qu'on se dit « Ah ouais, je comprends pourquoi il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. » Parce que je te le dis, un SIBO, ça n'arrive pas comme ça. D'accord? Ça prend des années, un foie pour dysfonctionner. Ça prend des années, d'accord? C'est comme un vase qui se remplit petit à petit. Et le jour où ça déborde, ben là, chaque petite goutte, ben tu vas la sentir. Ok? Donc fais cet exercice-là, essaie bien de te rendre compte de toute cette toxicité et toutes ces carences nutritionnelles que tu as accumulées avec les années. Ça peut être aussi sur des régimes extrêmes, comme régime végétalien ou végétarien par exemple. Voilà. Et en comprenant tout ça, et en prenant la mesure de tout ce qui nous est arrivé, on va pouvoir passer aux symptômes. Alors dans cette partie, on va voir un petit peu les symptômes qui peuvent nous laisser penser qu'on a une cholestase, donc un foie qui est congestionné. Alors, premièrement, la fatigue. Pourquoi la fatigue? Bien tout simplement parce que un foie qui fonctionne mal, c'est une mauvaise fonction thyroïdienne. Donc l'énergie, principalement, ça vient de là. Ça peut venir de d'autres endroits, mais généralement, ça vient de là. Digestion. Alors les signes. L'impression d'avoir déjà le ventre tout le temps plein. Des ballonnements en permanence, un ventre gonflé permanent, qui vient notamment des gaz du surdéveloppement bactérien, mais ça peut également venir du foie. La constipation. Très grand signe. Et la constipation, généralement, bon, les gens qui ont le SIBO, ça n'arrive pas comme ça. 9 fois sur 10, on est sur des personnes qui ont de la constipation depuis des années. Et quand on dit constipation, la constipation, une selle par jour, on peut être constipé. Ça dépend de la qualité des selles. Si on mange 3 repas ou 4 repas par jour et qu'on n'a qu'une seule selle, c'est pas forcément normal. La difficulté à digérer le gras, grand signe de la cholestase.
pas d'appétit ou sensation de faim inexistante, ça pareil, c'est la cholestase. Alors pourquoi c'est comme ça? Donc c'est parce que, rappelle-toi, donc on a nos canaux hépatiques qui sont congestionnés, donc chaque fois que tu manges, chaque fois que tu as besoin de sécréter de la bile, tu as une partie qui retourne dans le sang. Donc tu t'intoxiques à chaque repas. Et donc ton corps, il voit déjà que les canaux hépatiques sont bouchés, donc il va t'envoyer le signal, et oh, ne mange pas s'il te plaît, je suis déjà occupé à gérer la toxicité, j'ai pas besoin que tu m'en rajoutes encore. Avec cette bile qui retourne dans le sang à cause de la cholestase. Donc ça, c'est un signe de cholestase. Ensuite, la tachycardie ou l'élévation des battements du cœur après un repas. C'est exactement la même chose. Comme on a les canaux hépatiques qui sont bouchés, je vais te le remontrer pour que tu puisses vraiment comprendre. Ici, là, on a les canaux hépatiques qui sont bouchés, d'accord? Donc chaque fois que tu vas manger, qu'il y a de la nourriture qui va arriver là, le foie, il est obligé de produire de la bile et d'envoyer la bile qui est dans la vésicule biliaire, là, ici, là, pour t'aider à digérer ta nourriture. Mais comme les canaux sont déjà bouchés, tu as une certaine partie, boum, qui va repartir dans ton sang. Et donc, de la toxicité qui repart dans le sang, le corps doit se dépêcher d'évacuer cette toxicité parce que ça endommage potentiellement tout dans le corps. Donc, il va accélérer la circulation sanguine. Et donc, ça peut causer de l'anxiété, ça peut causer de l'insomnie et de la tachycardie. Okay. Autre gros signe d'un manque de bile, c'est les selles qui sont jaune-orangé. D'accord? Donc là, pareil, moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. C'est que je me disais, mais la bile, elle est jaune, verte, orangée. Donc normalement, si on a des selles jaunes-orangées, c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bile. Eh bien, pas du tout. En fait, si tu veux, la bile, quand elle est sécrétée dans les selles, elle va ensuite être transformée par les bactéries des intestins et notamment du côlon. Et cette bile va devenir marron. Et ce qui se passe, c'est que les bactéries ont besoin qu'il y ait une certaine quantité de bile dans la selle pour pouvoir arriver à en produire suffisamment. Ça s'appelle la stercobiline, il me semble. Et donc, il doit y avoir une quantité de bile suffisante à la base pour pouvoir en produire suffisamment et avoir cette couleur marron. Donc, si tu as des selles jaune-orangées, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de bile dans tes selles. Et donc, ça veut dire que tu as une cholestase. Autre symptôme très 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 important dans la cholestase sont les problèmes de peau chronique. Tout ce qui est eczéma, boutons, inflammation. J'explique tout ça dans ma vidéo sur la détox du foie. Toute la toxicité qui repart dans ton sang, c'est de la toxicité que le corps il doit évacuer. Chez certains, il va évacuer ça à travers les poumons sous forme de glaire. Chez d'autres, ça va être la peau. Donc voilà, tous les problèmes de peau sont très généralement liés à une cholestase. Les pellicules et la peau morte, c'est de la bile qui part par le cuir chevelu. Au niveau des yeux, pareil, on a des gros symptômes au niveau des yeux. Le sable dans les yeux le matin. C'est quelle couleur ça a? Comme par hasard, c'est jaune, la couleur de la bile. Les cernes, tout ce qui est cernes bleu-violet, en dessous des yeux. On a une phrase en santé qui dit « le foie s'ouvre aux yeux ». D'accord? Quand on veut regarder la santé hépatique d'une personne, on regarde généralement en premier ses yeux. Et après, il va y avoir quelque chose également de très très important, c'est tout ce qui est couleur de la peau. Quand vous avez les mains, les pieds ou le teint de la peau qui est orange ou jaune, vous avez une accumulation de bile et de caroténoïdes dans le sang, et notamment dans les tissus de la peau. Et quand on atteint un stade suffisamment avancé, on appelle ça la jaunisse ou l'ictère. Donc là, je vous ai mis des petites photos en bas. L'ictère à stade avancé, c'est quand le jaune peut se voir dans le blanc des yeux. Et on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour avoir une cholestase. Rien que si vous avez les mains ou les pieds qui deviennent jaune-orangé ou le teint de peau, ça veut dire qu'il y a déjà une accumulation qui est en cours. Donc là, j'ai trouvé une statistique très intéressante. Je vais vous la donner. L'ictère physiologique néonatal survient chez 30 à 50% des nouveau-nés sains, le plus fréquemment 2 à 3 jours après la naissance. Le plus souvent, cet ictère disparaît sous 1 à 2 semaines. Donc, on nous dit sans pression qu'il y a 50% des nouveau-nés qui ont une cholestase, donc qui ont de la toxicité en eux, et on nous dit qu'ils sont sains à côté. Vous voyez l'oxymore? C'est pas sain du tout. D'accord? Cette toxicité que nous avons chez les nouveau-nés, et qui est énorme, 30 à 50%, c'est de la toxicité qui a été transmise par les parents, par la mère et par le père. La toxicité est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'enfants qui font des maladies auto-immunes, qui font des cancers, qui font des pathologies. Comment ça se fait?
Un cancer à 2 ans. Le gamin, il a ni bu, ni fumé, ni été exposé à des choses toxiques. C'est tout simplement quelque chose qui nous est transmis par hérédité, par les parents. Voilà, donc les problèmes de peau, c'est presque toujours des problématiques de foie sous-jacentes. Ensuite, on a un gros sujet aussi, c'est les troubles du sommeil. Tout ce qui est insomnie, d'endormissement, peuvent être liés à un problème de foie. Rappelle-toi, dans la médecine chinoise, la nuit, nous avons une détoxification des organes, des viscères. De 23h à 1h du matin, c'est la vésicule biliaire. De 1h à 3h du matin, c'est le foie. Donc potentiellement de 23h à 3h du matin, on a le couple foie-vésicule biliaire qui se détoxifie. Donc si on a des insomnies d'endormissement, oui, ça peut être à cause du stress. Oui, ça peut être à cause d'un problème de rythme circadien, on ne s'expose pas bien à la lumière du soleil et on se décale petit à petit. Ou alors c'est un problème de foie et de détoxification. On peut avoir des réveils nocturnes, ça peut être des sensations d'étouffement, ça peut être des réveils avec de la tachycardie, de l'anxiété. Pourquoi de la tachycardie? Parce que quand on dort, la pulsation cardiaque baisse. Donc si on a déjà de la toxicité de la bile qui est dans notre sang, plus la circulation sanguine va être basse, va être faible, plus la toxicité va potentiellement tout endommager dans notre corps. Donc le corps n'a pas intérêt à ce que la circulation sanguine baisse. Donc quand vous dormez, la toxicité va s'accumuler et donc au bout d'un moment, le corps ne va plus pouvoir tolérer cette toxicité, et bien il va vous réveiller pour accélérer cette circulation sanguine et dégager cette toxicité. Donc c'est pour ça qu'on se réveille avec de la tachycardie, c'est pour ça qu'on se réveille avec de l'anxiété et c'est pour ça même qu'on peut faire des cauchemars. Et très généralement, ça arrive voilà, entre 1 et 3 heures ou 2 et 4 heures du matin. Mais pour les personnes chez qui c'est un stade très avancé, on peut se réveiller entre tous les cycles de sommeil, voire pour les cas les plus graves, on peut ne même plus trouver le sommeil du tout. C'est-à-dire on est tellement toxique, le corps doit faire circuler ce sang pour dégager cette toxicité en permanence. Donc dès qu'on tombe dans le sommeil, tac, on va avoir un sursaut, un shot d'adrénaline qui va justement nous maintenir en éveil pour éviter de baisser cette circulation sanguine. On va également avoir une nicturie, donc plein d'urine pendant la nuit avec des urines mousseuses. Donc ça pour le coup, j'ai pas vraiment creusé le sujet donc je peux pas trop en dire plus. Est-ce que c'est le corps qui a besoin de rapidement évacuer la toxicité à travers les urines? Peut-être que c'est autre chose. Là je peux pas te dire. Et également ça peut être une chaleur dans le corps désagréable avec des sensations de tension dans les jambes. Ça peut être le syndrome des jambes sans repos également qui peut être lié. Donc comme une sensation de poison qui se déplace dans le corps. Donc ça c'est pour les troubles du sommeil. Ensuite, au niveau de la tête, alors là, cholestase est liée à tout ce qui va être anxiété, dépression, brouillard mental, surtout le matin, puisque c'est la nuit qu'on se détoxifie, donc le brouillard mental, il est généralement beaucoup plus élevé le matin, parce que là, on sort vraiment de la léthargie, on a encore beaucoup de toxicité qui est en nous. Et puis également, les céphalées de tension, donc ces sensations autour de la tête, là, d'oppression, de pression qui ne partent pas, un peu en bandeau. Et pour les cas les plus graves, la migraine. Ensuite, autre point qui peut être intéressant, c'est sur les analyses de sang. Alors, ce n'est pas une vérité, une science exacte, mais on peut déjà suspecter un problème de foie sur les analyses de sang. Déjà avec des enzymes hépatiques qui sont moyennes à hautes. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'attendre de dépasser les normes labo pour officiellement penser qu'on a un problème de foie. Je rappelle que les normes labo, c'est la moyenne des gens qui viennent se faire tester. Et la moyenne des gens aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle soit en bonne santé. Donc il ne faut pas se dire je suis dans les normes labo, donc tout va bien. La ferritine, quand la ferritine est moyenne à haute, je dirais, bon, il y a des gens qui disent qu'au-delà de 100, c'est déjà problématique. Moi, je dirais qu'au-delà de 150, là, il faut commencer à se poser des questions. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a une cholestase, alors le foie, il accumule plein de choses, plein de toxicité en son sein. Il accumule de la vitamine A, il accumule du cuivre et notamment du fer. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on a une cholestase, on a la bile qui repart dans le sang avec potentiellement toutes ces choses-là. On a de la vitamine A qui repart dans le sang, on a du fer et on a du cuivre. Donc ce qui peut expliquer qu'on a des ferritines qui s'élèvent. La présence d'acide biliaire sanguin. Alors ça c'est quelque chose qui se dose pas très souvent, mais on peut le demander en laboratoire. On peut doser ces acides biliaires dans le sang. Alors qu'on soit clair là-dessus, la bile n'a rien à faire dans le sang. Donc si on trouve des acides biliaires dans le sang, c'est qu'il y a une cholestase. Et également, dernier marqueur qui peut être observé, c'est l'homocystéine. Ça j'en parle également sur ma vidéo sur le foie.
Quand on a l'homocystéine qui commence à dépasser les valeurs labo, c'est très très probablement un problème de foie, un problème de métabolisation, de méthylation dans le foie. Donc ça pareil, c'est un marqueur très important à surveiller. Et enfin, dernière chose qu'on peut évaluer, c'est les antécédents familiaux. Je l'ai dit tout à l'heure, la toxicité est quelque chose qui se transmet de parents en enfants. C'est quelque chose que la naturopathie et l'hygiénisme nous expliquent depuis des centaines d'années. Jean Tsiger, René Bickel m'en avait déjà parlé à l'époque quand j'ai découvert la naturopathie. Donc c'est quelque chose qui se transmet. Donc déjà, regardez dans sa famille, au niveau de ses frères et sœurs, au niveau de ses parents, au niveau de ses grands-parents. Est-ce qu'il y a des pathologies qui laissent penser qu'il y avait déjà de la toxicité? Est-ce que les personnes de sa famille avaient déjà des problèmes de foie? Est-ce qu'il y a eu des ablations de la vésicule biliaire? Est-ce qu'il y a eu des maladies, auto-immunes? Est-ce qu'il y a eu la jaunisse? Est-ce qu'il y a eu des cancers? Toutes ces choses-là peuvent déjà nous donner des pistes pour voir, pour se dire, pour se rendre compte que, ouais, ok, j'ai peut-être hérité de pas mal de toxicité. Et il va falloir que je fasse plus attention que la moyenne des gens. Voilà un petit peu tous les symptômes et toutes les choses qu'on peut surveiller pour déterminer si on a un problème de foie. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des analyses à 1500 € pour voir si on a un foie qui ne fonctionne pas. On a déjà pas mal de symptômes qui peuvent nous mettre sur la piste. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a une autre chose qu'on peut faire avant d'aller aux solutions, c'est de parler des déclencheurs. Quels sont les déclencheurs qui vont déclencher des réactions inflammatoires, de la tachycardie, de l'anxiété, des insomnies. Parce qu'il faut comprendre tout ça. Parce que là, tu regardes cette vidéo, mais l'idée c'est qu'après, quand tu retournes dans ton quotidien, tu puisses déjà comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Ok, j'ai fait ça, j'ai eu ça comme réaction, pourquoi c'est arrivé. Et donc ça peut te permettre de mettre concrètement des actions en place pour éviter déjà les déclencheurs et gagner en qualité de vie. Alors premier déclencheur, c'est évidemment l'alimentation. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, chaque fois que tu manges, quel que soit ce que tu mets dans ton estomac, ton foie va sécréter de la bile. Dès que quelque chose tombe dans ton estomac, ton foie anticipe déjà les choses et commence à sécréter de la bile. Donc si tu as une cholestase, la bile peut repartir dans le sang et tu peux avoir à la seconde où tu mets quelque chose dans ta bouche, une réaction. Et pourtant, ce n'est pas encore arrivé dans tes intestins. C'est tout simplement parce que le foie et les organes digestifs, ils anticipent tout ce qui va arriver. Donc le fait simplement de manger peut provoquer des symptômes. Après, il y a également la quantité. Plus tu manges en quantité, plus le foie va devoir sécréter de la bile. C'est la raison pour laquelle, il peut être intéressant de faire des repas plus petits quand on a des problématiques de foie. Des repas plus petits vont être plus faciles à gérer au niveau de la bile. Par contre, tu fais des gros repas, grosse quantité de bile, donc si cholestase, grosse quantité qui retourne dans ton sang, donc beaucoup de symptômes. Ensuite, il va y avoir certains aliments en particulier qui vont provoquer plus de réactions. Donc ça, je pense que dans ton quotidien, tu as déjà dû identifier des aliments qui sont plus problématiques que d'autres. Alors attention, des fois, on a l'impression que certains aliments sont des gros déclencheurs, mais des fois, c'est l'association entre plusieurs choses. Donc vraiment, pour tester ça, il faut tester les aliments tout seul, pour en avoir le cœur net. Ok ? Donc les aliments en particulier qui vont déclencher des problèmes, ça va être tous les aliments gras. Ça peut être des aliments protéinés. Ça peut être les fruits, le fructose. Ça peut être des aliments riches en vitamine A. Aliments gras, aliments riches en vitamine A, aliments trop protéinés, aliments trop riches en fructose, aliments trop riches en fibres également. Donc là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est le genre d'enquête qu'on fait en consultation pour vraiment essayer de déterminer qu'est-ce qui pose problème. Parce que là, je te le dis, actuellement, si tu as des problèmes, le but c'est que rapidement, tu ailles sur l'alimentation qui soit la plus digeste pour toi, qui te cause le moins de symptômes possibles. Évidemment, c'est que le premier pas, mais c'est très important de faire ce premier pas pour retrouver un confort digestif. Parce que tant que tu manges et que tu ne sais pas qu'est-ce qui te provoque des gros symptômes, tu continues de t'intoxiquer. C'est ça le problème de la cholestase. C'est qu'en mangeant, on s'auto-intoxique parce qu'il y a de la toxicité qui retourne dans le sang. Voilà ce que je peux dire déjà sur l'alimentation. Ensuite, les déclencheurs qu'on soupçonne moins, c'est le stress, les traumatismes et les émotions. Une violence vécue, la perte d'un proche, un gros stress. Toutes ces choses-là font sécréter de la bile. Et c'est ce qui explique que des fois, il y a des gens qui déclarent des maladies auto-immunes, qui plongent dans des gros problèmes suite à des traumatismes, à des grosses émotions.
ou même à des infections. Donc chaque fois que tu as une émotion forte, que tu as un stress, un traumatisme, tu sécrètes de la bile. Ce qui explique notamment que quand on a un foie qui est complètement engorgé, qu'on a trop de toxicité, on gère beaucoup moins bien le stress. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément en consultation. Dès qu'une personne a le SIBO, des troubles digestifs, il y a très souvent avec une très mauvaise gestion du stress. Je vois ça régulièrement dans les comptes rendus, dans les questionnaires. Dès que j'ai du stress, j'ai des sueurs, je m'énerve très facilement, je pleure, j'ai les émotions qui montent. C'est pas dans ta tête, hein. C'est de la toxicité qui est dans ton corps. D'accord? Je te le dire, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, ce n'est pas dans ta tête. Ok? C'est physiologique. Prochain déclencheur, c'est le sport. Quand nous faisons du sport, nous sécrétons de la bile. C'est la raison pour laquelle le sport peut à la fois être quelque chose qui améliore, mais peut à la fois être quelque chose qui aggrave. Si on a une cholestase qui est très avancée, rien que le fait de faire du sport va provoquer de la bile qui va remonter, qui va repartir dans le sang. Par contre, si on est à un stade pas très avancé, si on n'a pas de problème, là la bile va partir dans les intestins et là on se détoxifie. Et là c'est positif. Okay? Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. C'est pour ça que la quantité de sport, c'est quelque chose qui a individualisé. Tout le monde n'a pas la même quantité de sport à faire. Et des gens chez qui l'excès de sport peut même avoir l'effet inverse. Et enfin, dernier déclencheur, c'est la chaleur. Donc là, attention à tout ce qui est sauna, hammam, etc. On va en parler tout à l'heure. Mais la chaleur fait sécréter au foie de la bile. Donc attention à tout ce qui est bouillotte, etc. Selon votre situation, ça va vous aider ou aggraver votre situation. Ok? Donc voilà les déclencheurs à surveiller. La chaleur, le sport, le stress et l'alimentation. Sachant cela, on va maintenant passer aux solutions. Alors, premièrement, il y a un gros sujet qui est l'alimentation. Alors, le but quand on a un SIBO ou un problème de foie, il est à la fois compliqué, il est à la fois simple. Il est simple dans le sens où, là actuellement, ton but c'est de manger ce qui te provoque le moins de symptômes, ce que tu digères le mieux, et ce qui va t'apporter les nutriments dont tu as besoin pour te réparer. C'est aussi simple que ça. Je te donne un exemple, c'est absolument pas la réalité, mais si par exemple, là je pourrais te donner un menu avec 2 aliments, prends un exemple, du riz avec de la viande. Si dans ce plat, il y a tout ce dont tu as besoin pour te réparer, t'apporter de l'énergie et que ça te provoque le moins de symptômes, c'est ça que tu dois manger tous les jours. Alors j'ai pris un exemple loufoque, mais c'est vraiment pour te faire comprendre que là, ton but actuellement, c'est pas de varier, c'est de trouver ce qui va te provoquer le moins de symptômes et ce qui va combler tes besoins là maintenant. Okay? Donc pour l'alimentation, moi j'ai beaucoup étudié les travaux de Garrett Smith et Grant Généreux, en particulier Garrett Smith, qui pour résoudre les problématiques de cholestase de foie, partent sur des alimentations faibles en vitamine A. Alors pourquoi faibles en vitamine A? Ce qui se passe, c'est que la vitamine A, et ça c'est très bien connu dans la littérature scientifique, est une vitamine qui est toxique en excès. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus, elle est toxique en excès. Si on s'arrête là, à cette phrase, ça c'est absolument connu dans la littérature scientifique. Ce que nous savons, c'est que c'est une vitamine qui s'accumule dans le foie et dans les tissus. Ce qui veut dire que c'est comme un vase qui s'accumule toute ta vie, et une fois que tu as atteint ta capacité de stockage maximum, et bien là, chaque goutte qui fait déborder le vase va te provoquer des symptômes, puisqu'elle est toxique en excès. Et l'endroit où elle se stocke en priorité, tu sais où c'est? Eh bien c'est le foie. Et quand on voit aujourd'hui l'alimentation des gens, et je te parle aussi au niveau ancestral, les gens se gavent de foie, de beurre, de produits laitiers, de patates douces. Il y a évidemment beaucoup de vitamine A. C'est très facile d'exploser ces apports journaliers en vitamine A. Tu peux faire le test là dans ton alimentation. Tu vas sur ChatGPT, tu dis tout ce que tu manges sur une journée et tu lui demandes à combien de pourcents t'es par rapport à tes apports journaliers en vitamine A. Et tu vas voir, tu seras très étonné du résultat. Sachant que si tu manges déjà 3 œufs, tu es déjà à 100% en vitamine A de tes besoins. Voilà. Donc, ils partent sur une alimentation faible en vitamine A. Ils partent sur une alimentation augmentée en amidon. Donc, c'est tout ce qui est tubercules ou céréales anciennes. Augmentée en fibres. Alors là, il faut faire très attention
parce que les fibres, d'accord, et en particulier les fibres solubles, vont avoir la capacité de capturer la bile dans les intestins et de l'emmener hors des toilettes. Donc c'est de la détoxification. On prend la bile dans les intestins, on l'emmène aux toilettes. Et ça, je rentre vraiment en long et en large en travers dans le sujet sur ma vidéo sur le foie, donc je t'invite vraiment à aller la voir, parce que là je ne vais pas détailler. Mais c'est important d'avoir des fibres dans son alimentation. Mais attention, si on en a trop, on va demander au foie trop de bile. Donc si on a une cholestase, on peut avoir l'effet inverse. Mais il n'en faut pas trop peu, parce que si on en a trop peu, eh bien, la bile, elle est réabsorbée par le cycle entéro-hépatique. Okay, et donc pour un foie qui est engorgé, la méthode utilisée, c'est une alimentation réduite en graisse. Au niveau des protéines et des fruits, c'est quelque chose qui va être variable. Un foie qui est déjà engorgé, est-ce que c'est une bonne idée de lui balancer une tonne de fructose? Je ne pense pas. Et au niveau des protéines, pareil, quand on a un foie qui est surchargé, il peut avoir du mal à métaboliser notamment les acides aminés soufrés. D'accord? Donc les protéines et les fruits, c'est quelque chose qui va être à individualiser selon les gens. Mais l'idée générale, déjà, c'est une alimentation faible en vitamine A, augmentée en amidon, augmentée en fibres, mais avec la bonne quantité. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut trouver de façon individuelle. Réduite en graisse. Et les protéines et les fruits, c'est vraiment pareil. C'est comme les fibres, c'est quelque chose à individualiser. Ok. Et quand je dis fibres, évidemment, j'entends légumes à l'intérieur. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Il y a des gens qui toléreront aucune fibre. Il y a des gens qui en toléreront un peu plus, d'autres. Ça dépend. Chaque cas est différent. Mais en tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise généralement. Okay, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Ça doit être individualisé. Il n'y a pas deux alimentations chez deux SIBO, chez deux personnes différentes, qui vont être exactement la même. Mais ce qu'il faut, c'est trouver l'alimentation qui va combler tes besoins, t'apporte assez d'énergie. Il faut qu'elle évolue avec le temps. Je te l'ai dit, si par exemple au début, tu fais que le même repas qui passe, eh bien, il va falloir avec le temps faire évoluer ton alimentation. Okay, ça, c'est moi en tout cas ce que j'utilise généralement, même si, bon, je te dis c'est ce que j'utilise, mais sur le terrain, avec le questionnaire en consultation, il y a toujours des différences qui apparaissent chez les gens. Et justement, la consultation, elle est là pour ça. Elle est là pour t'aiguiller et vraiment pour trouver ce qui va te convenir. Pour tout ce qui est santé hépatique, les nutriments importants, ça va être le zinc, le magnésium, le molybdène et toutes les vitamines du groupe B. Il y en a évidemment d'autres, mais c'est les plus importantes. C'est la raison pour laquelle, pour le zinc, la viande rouge est très importante. Si on ne la digère pas, on va voir tout à l'heure comment on peut faire. Magnésium, très important. Molybdène, très oublié. Et vitamine du groupe B. Alors tu vois, vitamine du groupe B, où est-ce qu'il y en a énormément? Eh bien, dans les céréales anciennes, notamment dans le pain au levain. Le pain au levain, c'est une mine d'or de vitamine du groupe B. C'est riche en amidon, c'est réduit en graisse. Il y a quelques fibres dedans. Donc moi, le pain au levain, c'est un truc que j'utilise pas mal dans mes protocoles et qui fonctionne chez beaucoup de gens. Donc voilà, je te balance la petite info. Après, les vitamines du groupe B, voilà, on peut les trouver à d'autres endroits, mais voilà. Il faut trouver une alimentation qui va apporter surtout du zinc, plein de vitamines du groupe B. Il va falloir du magnésium et le molybdène aussi. Alors, une chose très importante à comprendre, c'est que l'alimentation seule, déjà, c'est un gros sujet. Mais des fois, on est dans des situations où on est tellement à un stade avancé, ça veut dire on a un estomac qui produit tellement peu d'acidité, on a une barrière intestinale qui est tellement faible, on a tellement peu de bile qui est sécrétée, qu'il est parfois nécessaire, d'accord, de soutenir son alimentation par ce que j'appelle un protocole de relance digestive. Pour comprendre ça, je t'invite à aller voir de nouveau ma vidéo générale sur le SIBO, je présente ça vraiment bien. Il y a des compléments, des fois des plantes qui vont être nécessaires. Pour certains, ça va être la bétaïne, les enzymes, la bile, l'aloe vera. Moi, j'utilise beaucoup l'épine vinette, mais pas tout le temps. Le pissenlit, l'origan des fois pour réduire la charge bactérienne. Mais encore une fois, les huiles essentielles, c'est pas anodin. Il y a certaines personnes qui ont un foie tellement congestionné que même des huiles essentielles, même des plantes à antibiotiques à spectre large vont leur être dommageables. Donc voilà, c'est pas pour rien que j'ai mis en majuscule. C'est un protocole qui doit être individualisé. Ok? Mais des fois, d'accord, il est nécessaire d'avoir des béquilles. Si tu as un SIBO à un stade très avancé, si tu as des troubles digestifs très avancés, c'est comme si tu avais le pied cassé. Tu as besoin pendant 1 mois, 2 mois d'avoir des béquilles pour ne pas poser ton pied par terre. Parce que si tu n'as pas de béquilles et que tu poses sans arrêt ton pied par terre, tu vas mettre combien de temps pour guérir? Peut-être que tu guériras jamais. Donc, ça peut durer très longtemps. Donc, l'alimentation, c'est bien, c'est un gros sujet, mais des fois,
il est nécessaire de l'accompagner par un protocole de relance digestive. Et une dernière chose importante à comprendre, c'est que ce qui permet réellement au corps de se réparer, c'est les nutriments de l'alimentation. Ce n'est pas les compléments. Les compléments, ils sont là en tant que béquilles pour aider le corps à assimiler un maximum de nutriments, mais ce qui fait le job, c'est les nutriments de l'alimentation. Et des fois, on est obligé de faire les deux en même temps. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec les protocoles sans stratégie alimentaire, c'est-à-dire on te donne un protocole et puis tu reçois un polycopié, tu donnes le même à tout le monde, tu te fais un régime sans FODMAP ou un régime cétogène ou X ou Y, il faut que ce soit réfléchi et individualisé parce que chaque personne est différente et tu ne peux pas donner un polycopié à une personne et lui dire vas-y démerde-toi, tu manges ce qu'il y a dans le tableau parce que la personne s'il y a des choses qu'elle ne digère pas, elle fait comment? Donc c'est important de réfléchir et que ces deux choses soient faites en même temps. Ça, j'insiste là-dessus. C'est comme une symphonie, tu as plusieurs instruments. Si tu les joues séparément, ça ressemble à rien. Par contre, quand tu les mets ensemble, là, ça fait une belle musique. Deuxième sujet important, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que j'en parle à chaque fois, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, c'est le respect du rythme circadien et le travail sur le système nerveux. S'exposer à la lumière du soleil, c'est extrêmement important. Même s'il fait moche, je ne dis pas qu'il faut aller se mettre sous la pluie tous les jours, je ne dis pas qu'il faut aller grelotter pendant 3 heures dans la forêt, mais c'est important d'être au moins une fois par jour dehors. On s'habille chaudement, on n'est pas obligé de faire des longues marches, mais l'idéal, voilà, c'est d'aller régulièrement dans la nature. On n'imagine pas les bienfaits que ça a sur le système nerveux, sur les émotions, sur la production de mélatonine également. Donc voilà, très important de s'exposer à la lumière du jour. Très important de se protéger des lumières bleues le soir, pour les gens en tout cas qui ont des problèmes de sommeil, éviter de scroller sur les portables, etc. Tout ça, c'est des petites choses, ça paraît simple comme ça, mais quand on les met ensemble, bout à bout, c'est comme l'histoire des instruments. Si on prend les instruments qui jouent séparément, ça ne ressemble pas forcément à quelque chose, mais quand tu les mets ensemble, ça fait une symphonie magnifique et ça fonctionne. Ensuite, prochain point. Alors, le foie est déjà surchargé quand on a un SIBO. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est à côté, lui, alléger le travail en évacuant la toxicité par d'autres voies, notamment par la peau. Donc là, il va y avoir toutes les techniques d'hydrothérapie, la bouillotte, le bain, tout ce qui va être sudation, hammam, sauna par exemple. Alors attention, hein, je vais y revenir tout à l'heure, mais la chaleur fait sécréter de la bile. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut y aller doucement, il faut s'écouter, c'est individualisé. La température, le temps et la surface d'exposition doivent être adaptés à la situation de la personne. On va avoir des tisanes comme le pissenlit, l'artichaut, qui peuvent soutenir légèrement le travail du foie, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. On peut avoir du charbon actif ou de l'argile qui va capter la toxicité dans les intestins et l'emmener aux toilettes. Donc attention aux gens qui sont déjà constipés, puisque le charbon et l'argile peuvent constiper encore plus. Donc si vous êtes déjà constipé, n'en prenez pas. En été, quand il fait beau, les bains de soleil, tout en respectant sa peau, d'accord? Très très important. Et puis on a également les automassages de la lymphe qui peuvent être utiles. Alors, attention, la détox n'est pas un jeu. Je le redis, la détox, c'est pas un jeu. Il va pas falloir mettre cette bouillotte d'eau bouillante pendant 1 heure sur ton foie si ça ne te fait pas du bien. Il va pas falloir faire ce bain à 40 degrés pendant 1 heure si tu sors et que tu es à 2 doigts de t'écrouler. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Quand on a une cholestase, les canaux hépatiques sont surchargés. Si on force le foie à sécréter trop de bile, je le redis, une partie de cette bile va retourner dans ton sang et tu vas t'auto-intoxiquer. C'est ça qui fait la difficulté en fait, des problématiques digestives et des problématiques de foie. C'est qu'on ne peut pas y aller pleine balle. Parce que si on y va pleine balle, on se fait du mal. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Dernier pilier des solutions, c'est tout ce qui est complément. Alors des fois, il n'y a pas le choix, l'alimentation ne sera pas suffisante, on est dans un tel état de carence nutritionnelle qu'on va devoir donner un coup de main. D'accord. Donc pour le foie, le minéraux star, c'est le zinc. Moi, j'utilise le picolinate ou le bisglycinate. Le molybdène aussi, très sous-estimé. Le magnésium, moi je l'utilise de façon topique, donc en spray, mais on peut aussi prendre du glycinate. On a la lactoferrine. On a le TUDCA, qui est un acide secondaire biliaire, qui va faire une espèce de chasse d'eau, qui va apporter beaucoup d'acide biliaire, donc qui peut aider
à digérer momentanément le gras, mais attention, d'accord, c'est un complément qui est utilisé en médecine moderne, c'est pas quelque chose à utiliser sur le long terme, et c'est absolument pas quelque chose à utiliser quand on ne sait pas ce qu'on fait. La glycine et la taurine, pour le coup, sont des acides aminés qui vont aider le foie dans son travail de conjugaison et de détoxification. Il y a moins de problèmes, mais je remets un message en rouge, surtout pour le TUDCA et la lactoferrine. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites rien. On peut littéralement se bousiller avec des compléments. C'est pas parce que c'est en vente libre qu'on peut faire ce qu'on veut. Sur tous les compléments, il y a marqué très clairement de ne pas dépasser la dose recommandée, mais on peut très bien se bousiller avec la dose qui est en dessous. Moi, je te mets les compléments. Je te donne toutes les infos pour que tu saches quoi chercher, mais tu as vu le disclaimer au début de cette vidéo. Moi, je ne suis pas responsable de ce que tu fais. D'accord ? Et je te le dis encore une fois, si tu ne sais pas ce que tu fais, ne fais rien. J'ai vu des gens, il y a des témoignages partout de personnes qui se bousillent la santé avec des compléments. En naturopathie, il y a des gens qui se bousillent l'organisme avec les purges. On peut se bousiller la santé avec des compléments, sans problème. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fait rien. Deuxième règle, il faut toujours y aller petit à petit. Très important, on ne va jamais pleine balle sur un complément. Jamais, jamais, jamais. Et troisième règle que je vais rappeler tout à l'heure, si un complément te fait une réaction désagréable, il n'y a pas 56 000 solutions. Soit tu es en train de t'intoxiquer, et ce complément a une mauvaise qualité, soit ce complément induit chez toi une réaction de détoxification trop forte. Et dans le cas de la cholestase, la réaction de détoxification, c'est la bile qui retourne dans le sang. Donc dans les deux cas, soit il faut l'arrêter complètement immédiatement, soit il faut baisser les quantités. Donc encore une fois, moi je te donne les informations, mais je ne suis pas responsable de ce que tu fais, je préfère te le dire. Donc fais très attention, d'accord ? Renseigne-toi, et surtout pour la lactoferrine et le TUDCA. D'une manière générale, je ne recommande pas de s'auto-complémenter, parce que on ne sait pas ce qu'on fait généralement. On ne sait pas ce qu'on fait, et surtout on n'a aucune idée des risques. Donc je préfère prévenir. Voilà pour donc toutes les bases de la solution. Donc on a une alimentation. L'important, c'est de retrouver un transit avec cette alimentation surtout, parce que dès qu'on retrouve un transit régulier, ça veut dire que le foie se détoxifie. Avoir un protocole de relance digestive et de réduction de la charge microbienne, mais qui va être individualisé. J'insiste là-dessus, il y a des gens qui ne toléreront pas, il y a des gens qui toléreront mieux, il y a des gens pour qui c'est indispensable, il y a des gens qui arriveront sans. Le rythme circadien et le système nerveux, les techniques de détoxification, et les compléments où il faut faire très attention. La détox n'est pas un jeu, on peut se bousiller en faisant n'importe quoi. Donc voici les solutions. Maintenant, j'aimerais donner quelques petites informations avant de terminer cette vidéo. Un SIBO ne naît pas en un jour. Un SIBO est quelque chose, de toute façon un trouble digestif, n'importe lequel, et c'est comme un vase qui se remplit, d'accord ? On a préparé le lit de la pathologie pendant des années en étant carencé en nutriments et en apportant trop de toxicité dans le corps. Donc ça a pris du temps pour arriver, ça prendra malheureusement du temps à partir. On ne peut pas dire combien de temps, chez certaines personnes c'est en quelques semaines, en quelques mois, chez d'autres il faudra 1 à 2 ans avant de retrouver une digestion normale. Est-ce que c'est une raison pour ne pas le faire? Est-ce que c'est une raison pour abandonner? Non. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il existe là dehors une solution adaptée à ton problème. Deuxième chose, je le redis, si tu ne sais pas ce que tu fais, ne fais rien. Je te parle surtout au niveau des compléments et au niveau des techniques de détoxification. D'accord ? Je ne suis pas responsable de ce que tu vas faire. Je vais t'informer sur le fait que des techniques de détoxification et des compléments peuvent induire une auto-intoxication par cholestase. D'accord ? Moi, au moins, ma responsabilité, c'est de te prévenir qu'il peut y avoir des désagréments. On voit beaucoup de contenu aujourd'hui qui donne juste les techniques. Allez, faites un sauna, faites ci, allez courir, prenez ce complément. Mais je pense qu'il est important d'informer les gens sur ce qui peut arriver de négatif. D'accord ? Parce que une personne sur Internet qui te dit, voilà, prends ce complément, fais ci, fais ça, toi tu lis, et si tu as des problèmes, elle ne sera pas responsable de ce qui t'arrive. Donc fais attention à ce que tu fais, vraiment. Renseigne-toi, et si tu as des questions par rapport à un sujet, tu as la section commentaires et je réponds à tout le monde. Ok ?
Troisième chose, alors, quand tu vas sur la bonne alimentation, que tu as le bon protocole digestif, que tu mets les bonnes pratiques d'hygiène de vie, de détoxification, que tu prends les bons compléments, c'est ma vision, hein. Je pense que tu dois rapidement avoir des améliorations. En 1 ou 2 mois, tu dois quand même avoir un soulagement. D'accord? Tu dois quand même voir que tu vas dans la bonne direction. Pour moi, et encore une fois, c'est ma vision des choses, hein, je peux me tromper, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'être sur un accompagnement, d'être sur un protocole qui dure 3, 4, 5, 6 mois et on ne voit pas d'amélioration. Clairement, pour moi, ça veut dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Autre chose, ta priorité actuellement, c'est de retrouver un transit régulier. C'est d'aller tous les jours aux toilettes. Si tu fais 3 repas consistants avec des protéines à chaque repas, on est normalement prévu pour faire 3 selles. Bon, je te dis, ça arrive chez très peu de monde, même moi ça m'arrive pas tout le temps, mais on est quand même censé avoir une selle par repas consistant. Je suspends mon jugement à la limite sur cette question, mais clairement, si on a 3 repas consistants par jour et qu'on a une petite selle, il y a un problème. Ça c'est sûr et certain. Avant-dernière info, ce n'est pas toujours possible d'éviter tous les symptômes. D'accord? Il ne faut pas croire que parce que tu vas trouver l'alimentation qui te correspond et que tu as le bon protocole digestif, que tous les symptômes vont disparaître par magie. D'accord? Le zéro symptôme, c'est pas toujours possible. Par contre, il faut qu'il y ait de l'amélioration. Ça, c'est évident. Et dernière chose, ne ferme aucune porte. D'accord? Sors des dogmes. Tu penses que les légumes et les fibres sont mauvais? Sors de ce dogme. Tu penses qu'il te faut 40 grammes de fibres par jour pour avoir une bonne selle, que le psyllium est absolument indispensable? Sors de ce dogme. Tu penses que tu ne digères pas la viande ou le bœuf parce que tu as un SIBO? Sors de ce dogme. Sors de tous les dogmes. Sors de tes croyances. Parce que je te le dis, si tu as une croyance A et que finalement ce qu'il te faudrait pour t'en sortir, c'est faire l'inverse de A, ben, tu ne vas jamais y arriver. Donc, ne ferme aucune porte, ça veut simplement dire reste à l'écoute de ce qui fonctionne pour toi. Oublie toutes ces étiquettes de régime, sans FODMAP, carnivore, cétogène, paléo, auto-immun, signalé, la viande est mauvaise, la viande est trop bonne, il faut manger que ça. Sors de tout ça. Il faut faire ce qui fonctionne pour soi. Il faut se laisser la possibilité d'aller dans toutes les directions. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout tester, mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans sa tête, il faut être prêt à laisser de côté ce qu'on croit être bon et faire ce qui est bon pour nous. Il y a une grosse différence. Voilà un petit peu pour ce que je voulais te dire. J'espère que j'ai rien oublié, parce que je pense que ça fait déjà pas mal pour cette vidéo. Alors si déjà tu es arrivé jusque-là, je te félicite. Ça veut dire que tu es prêt à passer du temps pour régler ton problème. Donc ça, c'est respectable. Donc merci d'être arrivé jusque-là. Si malgré tout cela, tu n'as pas de résultat, ou tu stagnes, ou tu progresses trop peu, j'ai une proposition à te faire. En description de cette vidéo, le premier lien que tu vas trouver, c'est un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, écoute bien, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi quand tu vas ouvrir ce lien. Option numéro 1, tu n'as aucun moyen financier, tu es au RSA, je sais pas, tu es étudiant, tu as 0 réserve, tu n'as aucun moyen pour te faire accompagner, rien du tout. Si c'est ton cas, tu cliques sur l'option 1, tu vas voir mon adresse mail et tu m'envoies un mail à mon adresse. Tu m'expliques ta situation en quelques lignes et je te donnerai une consultation sur don. Un don, donc tu me donnes ce que tu veux et tu auras une consultation avec la même rigueur, avec le même investissement qu'une personne qui prend un suivi ou qui prend une consultation. Okay, donc je veux vraiment que si c'est l'argent aujourd'hui ton problème pour avancer, je ne veux pas que ce soit un obstacle à ta guérison. Donc si vraiment c'est ton cas, sincèrement, je vais t'aider à avancer. Okay. Option numéro 2, tu es intéressé par cette approche autour du foie que je te propose, mais tu n'as pas forcément besoin ou envie d'un suivi sur 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc dans ce cas pour toi, ce qui est intéressant, c'est l'option numéro 2, c'est la consultation unique. Donc là, tu vas pouvoir réserver une consultation avec moi. Je t'indique tout ce que tu vas recevoir. Il te suffit de cliquer sur l'option numéro 2. Tout est indiqué et donc je vais pouvoir t'aider à avancer. Ça, c'est si tu es certain que tu veux une seule consultation. Maintenant, option numéro 3. Si tu as des problèmes depuis longtemps, que ça ne s'améliore pas et que tu sens que tu as besoin de plus d'une consultation, que tu as besoin de quelque chose sur 1, 3 ou 6 mois, là, c'est l'option numéro 3 qui est pour toi et tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. Cet appel, je te le dis tout de suite, il est gratuit et sans engagement. Tu n'es obligé de rien à la fin de cet appel. C'est pour comprendre ta situation. C'est pour faire connaissance. Déjà que je puisse voir si je peux t'aider, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je peux aider tout le monde. On va discuter de ta situation. Je vais déjà te donner des premiers conseils si je le peux. Et ensuite, en fonction
de ce que tu me présentes, eh bien, je te ferai une proposition pour un suivi. Ok? Donc je te répète, cet appel, il est gratuit et sans engagement. Tu risques rien. Il n'y a pas d'obligation à la fin. Donc si tu es dans le cas de l'option numéro 1, l'option numéro 2, s'il te plaît, ne réserve pas d'appel découverte. L'appel découverte, il est réservé pour les personnes qui veulent, qui ont besoin d'un accompagnement long terme. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire pour toi. Donc si vraiment tu as des gros problèmes, n'attends pas que ça s'aggrave. Plus tu attends, plus tu tâtonnes, plus la cholestase peut se renforcer. Je t'ai proposé tout ce que je pouvais. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à te dire, c'est que si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions sur la vidéo, sur les compléments, sur les risques. S'il y a d'autres sujets que je n'ai pas abordés que tu aimerais, moi, mon but, d'accord, c'est de t'aider. C'est d'aider le plus de gens possible. Je me suis rendu compte d'une chose toute simple au fur et à mesure que j'accompagne des gens, c'est que plus je donne, plus je reçois en retour. C'est une loi de l'univers, elle est fantastique cette loi, et je te garantis qu'elle est vraie. Donc vraiment, écris-moi un commentaire, dis-moi quelles sont tes questions, dis-moi ce que tu n'as pas compris, et surtout, si tu as besoin d'aide, clique sur le premier lien en description et choisis l'option qui te correspond, et je vais t'aider à avancer. Ok? En attendant, je te remercie d'avoir suivi la vidéo, et je te dis à la prochaine sur Vitality TV. Allez, ciao!